Tout ce qu'on dit là, parce que ça touche quand même au cœur de plein de choses. Juste avant de répondre à votre question, je vais dire juste deux choses. Première, encore une fois, nous, ce qu'il faut qu'on arrive à trouver, c'est une justesse. C'est pas une exactitude, c'est pas une vérité, c'est une justesse. Juste un exemple précis là-dessus, pour un autre bouquin qui s'appelle Un homme est mort, qui est là-bas, qui se passe dans ma ville, pour le coup, à Brest, en 1950. Au moment où Brest a déjà été mis à plat, il commence à peine à être reconstruit. Donc c'est une ville qui existe pendant une semaine plus tard, elle a déjà changé. Et donc, à se poser la question, justement, puisque les faits se passent avec des dates très précises, de à quoi ressemblait une telle rue, à tel moment, etc. Donc très vite, on est ressorti de là. J'ai abreuvé Étienne Davodo, le dessinateur de documentation sur la reconstruction de Brest, puis il s'en est éloigné, et il a fait un Brest qui avait la couleur, l'air du Brest en reconstruction. Et j'avais plein d'anciens Brestois qui venaient me voir, il y avait notamment une rue mythique à Brest, la rue Jean Jaurès, il y a une rue Jean Jaurès dans toutes les villes de France, donc à Brest il y en a une, évidemment. Et les vieux Brestois qui l'avaient connu venaient me voir en me disant, dis donc, la rue Jean Jaurès, là, et en fait, il y a une grande page, il y a une pleine page où c'est que la rue, parce qu'il y a une manifestation là, et qui venaient nous dire, c'était exactement comme ça. Et c'est du pipeau. C'est du pipeau complet. Il n'y a pas un bâtiment qui a sa place, et ça a l'air d'eux. Et encore une fois, l'intérêt à mon dessiné, c'est de ne pas aller trop loin, puisque plus on met de l'exactitude, plus on enferme aussi une vision en disant on prête le flanc, dis donc, c'est pas tout à fait ça. Alors que si ça a la couleur d'eux, après, encore une fois, chacun a des images de à quoi ça pouvait ressembler un village en 14 par exemple, et puis il va mettre son truc là-dedans. Donc voilà, ça c'est une anecdote. La deuxième chose, c'est que comme ce qui nous guette, comme dans les reconstitutions pour les films en costume, comme on appelle ça, c'est que on a une bagnole d'époque, par exemple, putain, on va la filmer sous toutes ses coutures pour bien montrer qu'on est à l'époque. Mais aujourd'hui, vous feriez un film, vous filmeriez pas une R5 sous toutes ses coutures, vous n'en avez rien à foutre, ça n'a pas d'intérêt, ou la scénic break, voilà. Donc, le risque est de mettre tous ces détails parce qu'on sait, voilà. Donc, c'est d'imaginer le récit en fonction des détails qu'on connaît, ou autre. Au contraire, il faut imaginer l'histoire banale, quotidienne, et après se dire, pour ça, j'ai besoin, par exemple, de l'aspirine, à un moment donné, il y en a un qui est malade, qu'est-ce qu'ils utilisaient en 14 ? Mais il ne faut pas qu'on sente que ce soit l'aspirine qui a commandé la scène. Je savais quelle boîte d'aspirine ils utilisaient en 14, j'ai de la doc, donc je vais faire une scène avec de l'aspirine. Bon. Et du coup, reste que, par contre, sentir et ressentir des lieux, même à 100 ans de distance, pour certains lieux, vous avez ça encore. Effectivement, en Champagne, très rapidement, j'ai eu envie d'aller y voir. J'avais même une espèce de projet un peu cinglé, parce que c'était quand même loin des conditions dans lesquelles ils vivaient, de crapahuter là-bas, d'y passer une nuit dehors, et des choses comme ça, pour essayer de ressentir autant que possible. Alors, je suis quand même pas allé jusque-là. Mais ceci dit, j'ai placé mon village, qui est aussi comme pour le village des Lulus, qui est un village imaginaire, mais qui est inspiré par un village réel, qu'au kilomètre près, je peux vous dire, voilà, il était là, par rapport au front, par rapport aux différents secteurs de bataille. Ce fameux assaut qu'on décrit au tome 2 est un assaut qui a eu lieu fin janvier 1915, donc des Français, puis repris par les Allemands, etc. Donc toutes ces dates-là sont exactes. Là, c'est un peu de la coquetterie de ma part, mais malgré tout, tout ça est exact. Et après, oui, je suis allé voir combien de temps de marche de mon village imaginaire ici il fallait pour aller au front. Donc quand le personnage dit, attendez, il y a 5 km, mais de nuit, avec tout le bordel, vous allez mettre quelques heures avant d'y arriver. Parce que je l'ai fait. Et je vois, et puis après on imagine, on revêt les uniformes aussi, c'est tout bête. Ressentir pour un dessinateur le poids d'un uniforme de l'époque, là merci Perron, parce que voilà, on y est allé quelques fois. On remet une capote, rien que ça suffit un fusil, quoi. Si vous avez eu l'occasion déjà de sous-peser un fusil de 1914, c'est quand même, alors les brodequins, j'en parle même pas, c'est quand même un bonheur de torture, quand même, de tous ces trucs-là. Et puis la dernière chose qui a été un immense avantage pour nous, c'est que Maël, donc le dessinateur de Notre Vers la Guerre, qui ressemble à peu près à Jésus-Christ, pour vous le situer, a quand même été chasseur alpin. Alors jusque-là, on est loin de la Champagne, mais il a fait 3 stages commando au camp de Mourmelon. Et qui est exactement dans cet hasard, puisque j'avais écrit le début de l'histoire, Maël n'était pas encore le dessinateur. Et quand je lui en ai parlé, avec toute ma science accumulée en quelques années, je lui disais, tu vois, c'est de la craie, donc gna, ça colle et tout. Eh bien, non, mais c'est bon, j'ai creusé mon trou individuel là-dedans, en long, en large et en travers, et j'ai crapahuté avec tout l'équipement sur le dos dans ces lieux-là. Et je suis persuadé que ça se ressent. Qu'effectivement, il sait ce que c'est porter un fusil, porter un truc, marcher là-dedans, creuser, etc. Ça se sent dans les corps, dans les façons de les représenter et tout ça. C'est pas du réalisme, c'est encore une fois, c'est du ressenti. Et c'est vrai que c'est précieux autant que possible. Quand on n'a pas vécu des événements, mais qu'on part sur une base très réelle, l'important c'est de prendre le temps de devenir légitime, à minima, par rapport au sujet qu'on raconte. Et donc c'est de prendre le temps de lire énormément. Encore une fois, c'est pas du temps de travail. On peut pas dire que j'ai travaillé à plein temps depuis 2003 sur Notre Vers la Guerre. Mais j'ai lu. Et au bout d'un moment, même ce qu'on imagine, on se rend compte qu'en relisant d'autres choses, finalement c'est vrai. Les meurtres de femmes que j'ai imaginés, je suis juste parti en me disant, forcément il y avait une criminalité de droit commun qui perdurait.
Donc j'ai imaginé une femme qu'on retrouvait enterrée dans une tranchée de première ligne, etc. Voilà. Un an plus tard, j'ai découvert, effectivement, dans un procès verbal, mais c'est ma première scène. En creusant une tranchée, ils ont découvert une femme là, ils ne savent pas comment elle est arrivée là, elle avait été enterrée là, ils ne savent pas si c'était suite à un bombardement ou autre chose. Bon voilà, et on se rend compte qu'à force d'être immergé dans quelque chose, même ce qu'on imagine est vrai. Hemingway a fait la Première Guerre mondiale, il a fait la guerre d'Espagne, il a écrit un récit de la Première Guerre mondiale, un récit de la guerre d'Espagne. Ce pas des récits documentaires, ce sont des romans. Et il le dit lui-même, les romans que j'imagine sont plus vrais que la réalité. Parce que, à travers son expérience vécue, il a après imaginé une fiction qui regroupe, qui collecte plein d'éléments, d'autres vécus, pour en faire un espèce de condensé le plus juste possible, encore une fois, de ce qu'a été la guerre. Et la vraie liberté d'auteur de fiction, c'est ça. C'est de savoir s'éloigner ou de son vécu commun ou de faits exacts pour juste retrouver la substantifique moelle qui fait la chose. Enfin, donc je pense que Les Gamins de 14, qui est pour moi une des... Pas parce qu'ils sont là, hein, ils le savent bien, mais La Guerre des Lulu est un des grands récits parus ces dernières années, Dieu sait s'il y en a eu sur la Première Guerre mondiale, parce que c'est le ressenti de gamins paumés là-dedans, quoi. Voilà. Et comme dans toutes les guerres, des gamins qui se retrouvent au milieu de tout ça, ben, tout d'un coup c'est l'aventure, puis en même temps petit à petit ça peut être tant que ça l'aventure, mais le début c'est ça. Hein. Il y a une très belle série qui va sortir en dessin animé que je vous conseille quand elle sortira, parce que c'est Émile Bravo, un auteur de BD qui est à l'origine, t'as vu, il s'appelle Les Grandes Vacances, et qui sont l'histoire de gamins qui partent en vacances en 39, enfin pas que 1940, sauf erreur de ma part, en Normandie pour les éloigner d'éventuels combats, et puis boum, les Allemands attaquent et ils se retrouvent coincés là-bas, et donc les grandes vacances vont devenir les grandes vacances, voilà. Ça va être en 9 épisodes, et je pense que ça va être un petit bijou pour raconter un peu ça, mais version Seconde Guerre mondiale. Voilà.